Nous allons commencer à nous intéresser aux threads, appelés encore processus légers. Nous allons voir maintenant quelles sont les motivations qui ont amené à introduire la notion de thread, en plus des processus que nous avons vus précédemment. Les processus que nous avons vus précédemment sont en effet des processus lourds. Pourquoi? Puisqu'un processus a besoin de beaucoup de ressources système, typiquement il a besoin d'une zone mémoire à lui, et il est géré par le système à l'aide d'une structure de données qui contient toutes les informations le concernant. En plus, toutes les opérations de gestion de processus, c'est-à-dire création de processus, ordonnancement de processus, changement d'état de processus, terminaison de processus, sont des opérations lentes, c'est-à-dire qu'elles ralentissent le fonctionnement global du système. Par contre, les processus ont une caractéristique positive qui est l'isolation. Nous avons vu que grâce à l'isolation, le système d'exploitation garantit que les processus ne peuvent pas corrompre l'exécution. Par contre, à cause de l'isolation, les processus ont du mal à communiquer et donc à se coordonner. Or, nous avons besoin d'activités concurrentes, parallèles, qui peuvent se coordonner pour faire une tâche en commun. Dans la suite, nous allons voir 3 exemples de fonctionnement où les processus sont difficiles à utiliser. Regardons un système d'exploitation. Vous savez que le système d'exploitation doit s'occuper de tout ce qui se passe sur la machine et typiquement doit réagir sur les événements qui arrivent sur le réseau, sur le clavier, etc. Si on prend un système d'exploitation où tout est fait en séquentiel, il va falloir prévoir une boucle de ce type où typiquement d'abord on vérifie s'il y a quelque chose sur le réseau qui doit être traité, ensuite on vérifie s'il y a quelque chose qui vient du clavier, ensuite on regarde s'il faut faire quelque chose sur le disque, ensuite on regarde s'il faut lancer un processus, etc. Il est clair que là on va se poser à quelle fréquence on va faire tourner cette boucle et dans quel ordre on va faire les vérifications. Il est clair que ce fonctionnement-là n'est pas très efficace et ce qui est sûr, c'est qu'aucun système d'exploitation moderne ne marche de cette manière-là. Ce que nous avons dans les systèmes modernes, c'est typiquement le code du système d'exploitation où nous avons des ressources en commun, des structures de gestion en commun et après nous avons des exécutions indépendantes, donc une activité qui va s'occuper du clavier, une activité qui va s'occuper du réseau, une troisième activité qui va s'occuper du disque, etc. Et on est bien d'accord que ces 3 activités, elles vont générer des interruptions qui devraient se retrouver au même endroit de gestion au niveau du système d'exploitation, donc vont partager le même traitement d'interruption. Regardons maintenant un deuxième exemple, qui est un exemple de serveur de fichiers où un client demande un fichier à un serveur et le serveur lui envoie. Donc la requête de traitement de client, dans la plupart des cas, prend 15 millisecondes, mais une fois sur 3, le serveur a besoin d'aller chercher des informations supplémentaires sur disque et ceci coûte 75 millisecondes de plus. Alors, si on fait le traitement des requêtes en séquentiel, on va avoir première requête verte, deuxième requête verte, donc courte, et troisième requête vert plus rose, puisqu'on a besoin de temps de supplémentaire d'accès disque. Ensuite, donc, on recommence, 2 requêtes courtes, troisième requête longue. Avec ce fonctionnement-là, on arrive à un débit de 25 requêtes secondes. Si on sait faire des choses en parallèle, c'est-à-dire qu'on sait exécuter plusieurs traitements de requêtes, mais on sait répondre au client et en même temps aller chercher sur disque. Dans ce cas-là, quand on commence à traiter la troisième requête, on va commencer aussi l'accès au disque et pendant que l'accès au disque est traité, on peut continuer avec le traitement des requêtes qui suivent. Dans ce cas-là, ou c'est le cas avec recouvrement, puisque la partie verte et la partie rose peuvent s'exécuter en parallèle, nous arrivons à un débit de 33,3 requêtes par seconde, c'est-à-dire qu'on a augmenté nos performances de plus de 30%.
Troisième dernier exemple, exemple de serveur web. Alors, le client envoie une requête, le serveur reçoit la requête, et puis il crée un processus pour traiter la requête et on voit la réponse. Donc là, le serveur traite en séquentiel et en plus paye le coût de créer le processus à chaque fois. On peut faire un petit peu mieux. On va se dire qu'on va créer plusieurs processus et on va les créer au début pour ne pas payer le prix de création à chaque requête. Et quand une requête arrive, il va falloir choisir un processus qui traite la requête et qui renvoie la réponse. C'est mieux en termes de performance, mais le serveur web va toujours payer le coût de changement de contexte entre les processus. C'est pour cela qu'on arrive à la solution avec Thread, où le fonctionnement est identique, mais les threads peuvent faire marcher le serveur web plus rapidement, puisque le changement de contexte entre threads est une opération beaucoup plus légère. Dans ces trois exemples, ce que nous avons vu, c'est que nous avons besoin d'activités concurrentes qui s'exécutent donc en parallèle, qui sont indépendantes en termes d'exécution, mais qui partagent des ressources. Elles ont besoin d'exécuter le même code, que ce soit le code de traitement de requête ou alors le code d'accès aux interruptions. Il faut qu'ils accèdent aux mêmes données, avoir les mêmes droits et éventuellement partager des ressources. Ce qui, avec les processus, est difficile à mettre en œuvre. C'est pour cela qu'ont été introduits les threads. Les threads sont donc des flots d'exécution indépendants appelés processus légers. Ils sont utilisés de manière importante dans les systèmes d'exploitation contemporains pour les besoins applicatifs et surtout pour pouvoir exploiter efficacement les nouvelles architectures matérielles où nous parlons de multiprocessus multicœurs. Et donc, pour exploiter ces unités de calcul efficacement, il faut être capable d'exécuter plusieurs activités à la fois. Comment on va utiliser les threads exactement? Nous allons voir dans les séquences à venir. Voyons maintenant ce que sont vraiment les threads. Nous avons dit que les processus sont des processus lourds. Une des raisons pour cela, c'est que les processus ont besoin de beaucoup de ressources. Ils ont besoin d'un espace mémoire qui leur est dédié. Or, dans la plupart des cas, la mémoire est limitée et insuffisante. Si nous lançons 2 fois le même code, typiquement 2 fois l'interpréteur Python, vous savez qu'il va y avoir 2 processus qui vont être créés, indépendants, différents. Les 2 boîtes roses que vous voyez là ne sont rien d'autre que la mémoire qui est allouée aux 2 processus. Nous avons vu qu'un processus représente l'exécution d'un programme, ce qui est la vision utilisateur. Voyons maintenant comment est géré un processus du point de vue du système. Vu qu'il occupe de la mémoire, il va se retrouver quelque part dans la mémoire vive de la machine. Dans cette mémoire, on va avoir déjà la mémoire dédiée au système d'exploitation et donc ensuite la mémoire pour un processus. En plus, on va avoir la structure de contrôle qui permet de gérer le processus, structure qui se trouve dans la mémoire du système d'exploitation. Regardons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la zone mémoire du processus. Il y a bien sûr les instructions à exécuter. C'est la zone texte. Dans la zone données sont stockées les données qui sont connues avant l'exécution. Et dans les 2 zones tas et pile, nous avons les informations qui nous permettent à gérer la dynamicité du processus. Dans le tas sont stockées les données qui apparaissent au fur et à mesure de l'exécution du processus, alors que la pile sert à gérer l'historique d'exécution. Il nous dit dans quelle fonction nous nous trouvons et depuis quelle fonction cette fonction a été appelée. Pour savoir
quelle instruction il faudrait exécuter, il y a un registre dédié qui est le compteur de programme. Donc, si nous avons deux processus, même s'ils exécutent le même code, vu qu'ils ont deux zones mémoire indépendantes, on voit qu'il n'est pas possible de factoriser le code, alors qu'il y en a besoin dans beaucoup de cas, et il n'est pas possible d'avoir des données partagées pour communiquer, pour se coordonner. C'est pour ça que nous avons les threads. Les threads sont donc des processus légers qui sont gérés à l'intérieur des processus. Les threads vont nous permettre de faire la différence entre ressources et exécution. Les ressources étant le code et les données, et l'exécution étant l'aspect dynamique d'un processus. Donc avec les threads, il sera possible de factoriser du code, donc de partager du code. Il sera possible de travailler sur des données partagées, mais contrairement au processus, les threads ne seront pas isolés. Cela va nous créer des problèmes quand nous aurons plusieurs threads, puisqu'ils pourront se gêner lors de leur exécution. Alors, dans ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, quand on avait des processus, nous avions, dans la majorité des cas, une seule exécution, ce qui veut dire que nous avions un seul thread, et donc c'était des processus monothread. Il est possible avec les threads d'avoir plusieurs exécutions au sein du même processus. Pour cela, donc, on va avoir le code, les données et le tas qui vont être des zones partagées. Mais pour gérer les différentes exécutions, il va falloir gérer plusieurs piles et on va obtenir des processus multithreadés. En plus des piles, il va falloir gérer, dans le cas de monothread, on a besoin d'un compteur de registre, compteur de programme. Dans le cas multithread, nous allons avoir besoin de plusieurs compteurs de programme pour les différentes exécutions. Donc, quand nous avons des threads au sein d'un processus, nous avons plusieurs flots d'exécution qui s'exécutent en parallèle et de manière indépendante. L'ordonnancement des threads va créer des entrelacements, comme avec les processus, et c'est quelque chose aussi qui ne peut être prévu. Les threads vont avoir accès à des données partagées et donc vont pouvoir communiquer. Les données partagées seront les données statiques qui ne sont pas modifiables et les données dynamiques qui, elles, sont modifiables. Dans cette séquence, nous avons introduit les threads. Les threads, ou processus légers, sont gérés au sein des processus et sont plus efficaces. Ils permettent la communication puisqu'ils partagent les ressources qui sont fournies par un processus. Néanmoins, la programmation parallèle avec thread est difficile, comme nous allons le voir dans les séquences à venir.